Certaines personnes ne trébuchent jamais sur la vérité. Elles s'étouffent avec dès qu'elles tentent de s'échapper. Et c'est précisément ce qui vient de se produire. Une fissure minuscule dans leur version, un raté dans leur sourire répété 1000 fois, et soudain tout l'échafaudage qu'ils avaient monté contre vous s'est effondré aussi brutalement qu'une chaise en plastique sous le poids d'un mensonge trop lourd. Ils ne comptaient pas avouer. Oh non. Leur plan ne devait surtout pas finir comme un enfant en bas âge qui renverse son bol de céréales d'un geste maladroit. Mais la pression possède ce talent particulier de transformer les cerveaux d'une conspiration en délateurs malgré eux. Voici un fait. D'après la psychologie comportementale, ceux qui participent à des agissements dissimulés commencent à lâcher des fragments de vérité bien avant qu'on ne les attrape. Leur posture se modifie, leur ton bascule, leur mémoire devient trouée, et le poids de leurs propres secrets finit par créer une fuite. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans votre histoire. Ils n'étaient pas nobles. Ils n'étaient pas rongés par le remords. Ils ont simplement saturé leur espace émotionnel. Les humains sont des coffres-forts absolument médiocres. Et ce qui rend l'affaire encore plus savoureuse, c'est la raison pour laquelle ils ont craqué. Ce n'était pas la culpabilité. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas une morale qui se serait réveillée d'un long sommeil. Ils ont craqué parce que la vérité qu'ils cherchaient à enfouir ne cessait de se transformer en lames tranchantes, et ces lames ont commencé à les taillader de l'intérieur. Ils ont craqué parce que la version de vous qu'ils visaient n'existe plus, et la réalité les a démasqués bien plus vite que leurs mensonges n'auraient pu les protéger. Ils ont craqué parce que le jeu de la dissimulation est devenu plus éprouvant que l'aveu. Et soyons honnêtes, assister au spectacle de leur intrigue en train de se déplier possédait un parfum d'humour involontaire absolument délicieux. Ils essayaient de jouer la décontraction, mais leur rire nerveux ressemblait à un Wi-Fi en train de perdre le signal. Ils tentaient de dissimuler la vérité, mais leurs yeux hurlaient, presque des sous-titres. Ils se croyaient maîtres dans l'art du visage impassible, mais l'univers leur a clairement attribué une étoile sur 5. Nous y voilà donc. L'instant où le masque a glissé, où la vérité a dégringolé, et où toute la conspiration s'est défaite sous leurs yeux comme un roman policier bon marché auquel il manquerait des pages. Ce n'est pas simplement une histoire de trahison, c'est la révélation intégrale de ce que les gens font quand leur propre combine se retourne contre eux. C'est ce qui arrive quand le coup monté contre vous rebondit avec une telle violence que même les conspirateurs ne parviennent plus à rester cohérents. Décortiquons tout cela. Leur plan n'a pas échoué parce que vous étiez protégés. Il a échoué parce qu'ils ne vous ont jamais compris dès le départ. Beaucoup s'imaginent que, lorsque quelqu'un tente de vous écraser et que cela ne fonctionne pas, c'est grâce à une sorte de bouclier mystique qui vous envelopperait. Mais la vérité est généralement bien plus simple, et bien plus dérangeante pour eux. Leur machination a capoté parce qu'ils n'ont jamais vraiment su à qui ils avaient affaire. Ils ont bâti l'intégralité de leur stratégie sur une version de vous qui n'existait que dans leur imagination. Une version plus fragile, plus lente, plus naïve, plus facile à manipuler. Cette version-là arrangeait leur ego, mais elle était totalement déconnectée du réel. Ils ont sous-estimé votre résilience parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de comprendre votre évolution. Ils ont pris votre calme pour de l'ignorance, votre patience pour de la faiblesse et votre silence pour un manque de lucidité. Ils n'ont pas saisi que vous aviez déjà dépassé une bonne partie des fragilités qu'ils tentèrent d'exploiter. L'ensemble de leur opération avait été pensé pour le vous d'autrefois. Ils se souvenaient non pas du vous transformé qui marchait désormais avec une conscience de soi plus aiguisée et une lecture bien plus fine des autres. Leur incompréhension allait plus profond que de simples suppositions. Ils ne connaissaient pas vos valeurs, vos priorités, ni la mécanique de votre esprit. Ils s'attendaient à des réactions prévisibles, mais vous n'en avez produit aucune. Ils s'attendaient à ce que vous vous effondriez, mais vous ne l'avez pas fait. Et ils s'attendaient à ce que vous ayez besoin d'eux bien plus que ce n'était réellement le cas. Leur conspiration était en définitive une maison bâtie sur du sable, condamnée à s'enfoncer faute de fondation solide dans ce que vous êtes vraiment. Le plus savoureux, c'est qu'ils se croyaient 5 longueurs d'avance. Pendant ce temps, ils n'avaient même pas conscience qu'ils se préparaient pour la mauvaise partie. Ils étaient tellement obnubilés par ce qu'ils imaginaient vous manquer qu'ils ont totalement ignoré tout ce que vous aviez acquis. Ce fossé, cet écart entre la personne qu'ils croyaient avoir en face d'eux et celle que vous êtes réellement,
C'est précisément là que leur stratégie s'est écroulée. Au bout du compte, leur machination ne s'est pas désintégrée parce que vous l'avez esquivée. Elle s'est désintégrée parce qu'ils n'ont jamais eu la précision, la lucidité ni l'intelligence émotionnelle nécessaires pour construire un plan capable de survivre au contact du vrai vous. Ils n'ont pas perdu contre vos défenses. Ils ont perdu contre leur propre aveuglement. L'instant où ils ont craqué n'était pas un signe de faiblesse, c'était une vérité qui s'effondrait sous son propre poids. Quand des gens finissent par tout déballer, il est tentant de qualifier ça de rupture ou d'abandon. Mais on passe à côté de ce qui se joue vraiment. Ce qui s'écroule à ce moment-là, ce n'est pas leur force, c'est le fardeau insupportable de porter une vérité qu'ils ne peuvent plus se permettre d'admettre. Les mensonges peuvent être maintenus un certain temps, surtout lorsqu'ils restent légers et simples. Mais quand un mensonge se transforme en plan d'envergure, quand il commence à toucher trop de monde, trop de détails, trop de recoins émotionnels, il cesse d'être un mensonge pour devenir un bâtiment qui se fissure. Et les bâtiments ne s'effondrent pas parce que leurs occupants sont faibles. Ils s'effondrent parce que la physique finit toujours par l'emporter. Chaque secret a un coût. Chaque intention dissimulée exige de l'énergie pour rester comprimée, lissée et déguisée. On ne peut pas jouer la comédie éternellement avant que la tension ne transparaisse dans un tic, une hésitation, un glissement de ton, une montée soudaine de défensivité. Ils n'ont pas été vaincus par vous. Ils ont été vaincus par leur propre récit, devenu trop pesant à porter. La vérité ne restait pas sagement tapie dans l'obscurité en attendant qu'on la découvre. Elle poussait, s'étirait, pressait contre les murs qu'ils avaient érigés autour d'elle, jusqu'à ce que ces murs cèdent. Et quand elle jaillit enfin, cela paraît toujours spectaculaire aux yeux de ceux qui observent, comme une confession ou un effondrement émotionnel. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement la conséquence naturelle d'une tromperie qui atteint sa limite structurelle. Réfléchissez. S'ils avaient vraiment été maîtres de la situation, ils auraient réussi à garder le couvercle solidement fermé. Mais le contrôle n'est qu'un mythe. Dès qu'on jongle avec trop de mensonges à la fois, un dérapage, un détail incohérent, un moment de panique, et tout explose. Ce qui rend la chose encore plus ironique, c'est qu'ils attribuent souvent l'effondrement à la pression ou à l'émotion, comme si ces forces étaient responsables de la catastrophe. Non, l'effondrement était déjà programmé. La vérité devait forcément trouver son chemin vers l'extérieur. Ils ont simplement eu la chance d'être présents au moment où c'est arrivé. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un craquer, ne prenez pas ça pour de la fragilité. Reconnaissez ce que c'est réellement. L'effondrement inévitable d'une structure bâtie sur un déséquilibre. Les mensonges ne tiennent pas éternellement. La vérité collecte toujours des intérêts, et tôt ou tard l'échéance arrive, qu'ils soient prêts ou non. Leur opération a mis au jour une chose avec une clarté désarmante. Ils craignaient votre lucidité bien plus que votre puissance. Les gens aiment prétendre qu'ils ont peur de la force. Ils parlent de pouvoir, d'influence, de domination, d'ambition. Mais ce n'est pas cela qui les fait trembler. Ce qui les fait trembler, c'est la lucidité. Quand quelqu'un est capable de voir à travers les jeux, de percevoir les intonations, de décoder les intentions et de déjouer la manipulation sans même élever la voix, c'est le genre de personne qui maintient les individus fragiles éveillés toute la nuit. Le pouvoir peut être contesté. La lucidité, non. Quand vous saisissez rapidement les gens, quand vous repérez les contradictions, quand vous lisez la météo émotionnelle qui se cache sous leurs mots, cela prive les manipulateurs de leur outil favori, la confusion. Ils s'appuyaient sur le brouillard, sur les demi-vérités, sur le fait de vous faire douter de vous-même jusqu'à ce que vous cessiez de vous fier à votre propre jugement. La lucidité détruit cet écosystème dans son ensemble. Elle ne leur laisse plus rien sur quoi s'appuyer. Ils ne peuvent pas tordre ce que vous avez déjà compris, et ils ne peuvent pas intimider quelqu'un qui n'est pas perdu. C'est pourquoi leur conspiration ne visait pas vraiment à vous nuire. Elle visait à reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappait dès l'instant où vous avez cessé d'être facile à manœuvrer. Votre calme est devenu menaçant parce qu'il n'était pas naïf. Votre silence est devenu menaçant parce qu'il n'était pas vide. Vos observations sont devenues menaçantes parce qu'elles n'étaient pas de simples suppositions. Elles étaient exactes. Pour quelqu'un qui prospère dans la manipulation émotionnelle, une personne à l'esprit clair équivaut à fixer la lumière du soleil avec des yeux qui ne supportent pas son éclat.
Ils ne peuvent pas la regarder en face. Ils ne peuvent pas manœuvrer efficacement et ils ne peuvent pas prédire ce que vous allez faire parce que vous ne réagissez pas à leurs illusions. Vous réagissez à la réalité. Donc quand ils ont craqué, ce n'était pas parce qu'ils craignaient ce que vous pourriez leur faire, c'était parce qu'ils craignaient que vous les compreniez déjà mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. Ce genre de conscience de soi chez autrui procure une sensation d'exposition, même sans qu'aucune accusation ne soit formulée. C'est l'impression d'être vu sans y avoir consenti. Au bout du compte, la lucidité constitue une forme de pouvoir qu'on ne peut pas quantifier, parce qu'elle supprime purement et simplement le champ de bataille. Il n'y a plus de place pour les mensonges quand quelqu'un perçoit le creux qui résonne sous les mots. Il n'y a plus de place pour les manœuvres quand quelqu'un reconnaît les motivations avant même qu'elles ne soient exprimées. Et c'est ce qui les a véritablement terrifiés. Ni votre force ni votre influence, mais votre honnêteté envers vous-même et votre capacité à lire la vérité, même quand d'autres s'efforcent activement de la rendre floue. Ils n'étaient pas unis contre vous, ils étaient unis par une insécurité commune que vous aviez déclenchée. Quand des gens se réunissent pour comploter, il est facile de confondre leur coordination avec un but ou une loyauté. Mais en réalité, ce qui lie ce type de groupe, ce n'est pas une conviction, c'est le confort. Ils n'étaient pas assis dans quelques grands conseils à orchestrer votre perte, parce qu'ils chérissent le travail d'équipe. Ils s'agrippaient les uns aux autres parce que, au fond, ils se sentaient petits, menacés, et douloureusement conscients qu'ils ne pouvaient pas tenir debout tout seuls sans quelqu'un pour leur renvoyer leurs propres craintes en écho. L'insécurité est étrangement sociale. Une personne se sent négligée, une autre se sent sous-estimée, une autre encore a l'impression d'être systématiquement 2 pas derrière tout le monde. Et soudain, ils découvrent une chaleur provisoire dans le fait d'être alignés. Vu de l'extérieur, cela ressemble à de l'unité. À l'intérieur, ce n'est qu'un cercle d'individus qui se chuchotent les mêmes doutes jusqu'à ce que ces doutes prennent des allures de force. Votre présence a perturbé tout cela. Non pas parce que vous avez fait quoi que ce soit de spectaculaire, mais parce que vous existiez d'une manière qui ne les obligeait pas à se gonfler ni à défendre leurs égos fragiles. Quand quelqu'un se meut avec lucidité, avec détermination ou avec conscience de soi, cela met au jour des fissures que les autres dissimulent depuis des années. Ils se sentaient observés, même quand vous ne les regardiez pas. Ils se sentaient jugés, même quand vous ne portiez aucun jugement. Ils se sentaient menacés, même quand vous ne les menaciez pas. Alors ils se sont rassemblés, non pas pour vous attaquer, mais pour se rassurer mutuellement qu'ils n'étaient pas seuls à se sentir insuffisants. Leur conspiration n'était en fin de compte qu'une séance de thérapie collective doublée d'une communication désastreuse et d'intentions encore pires. Le problème, c'est que lorsque l'insécurité sert de colle, tout ce qui est construit dessus reste instable. Une fissure dans la confiance, un moment de panique, une personne qui réalise qu'elle est allée trop loin, et tout s'effondre, parce que ça n'a jamais été une question de vous. C'était une question d'eux. Quand leur plan s'est déstructuré, ce n'était pas la preuve que vous aviez remporté quelque grande bataille. C'était la preuve que leur lien était artificiel, éphémère, et enraciné dans la peur plutôt que dans un dessein commun. Et c'est là toute la beauté. Vous n'avez pas brisé leur unité. Leur propre insécurité s'en est chargée. Au bout du compte, ce qu'ils prenaient pour une offensive coordonnée s'est révélé n'être qu'un miroir dans lequel ils ne voulaient pas se regarder. Et quand ils ont enfin vu leur reflet avec netteté, plus aucun groupe n'a pu les réconforter. Ce qui s'est désintégré, ce n'était pas le plan. Ce qui s'est désintégré, c'était l'illusion que l'insécurité pouvait maintenir des gens unis bien longtemps. La conspiration n'était pas un plan directeur. C'était un ramassis de réactions impulsives déguisées en stratégie. Les gens adorent se mythifier eux-mêmes. Ils s'installent dans des pièces et murmurent comme s'ils étaient les personnages d'un thriller sombre, se persuadent qu'ils sont en train d'élaborer une stratégie brillante, puis enveloppent leur panique dans des mots ronflants pour se sentir importants. Mais quand on retire la musique dramatique et l'autosatisfaction, ce qu'on découvre n'est pas du génie. C'est du chaos qui se fait passer pour quelque chose d'intentionnel. Leur conspiration n'a pas été conçue avec patience ni avec perspicacité. Elle s'est construite moment après moment, réaction après réaction. Quelqu'un s'est senti offensé, quelqu'un s'est senti jaloux, quelqu'un s'est senti mis à l'écart,
Et au lieu de traiter ces émotions en adultes, ils les ont projetées vers l'extérieur et ont appelé ça un plan. Quand les gens agissent mus par une fierté froissée, ce qu'ils produisent est invariablement fébrile, inconsistant et fragile. Cela n'a l'air impressionnant qu'aux yeux de ceux que leur propre insécurité a déjà aveuglés. C'est pourquoi tout a échoué aussi rapidement. Une véritable stratégie s'enracine dans la compréhension des gens, la compréhension des conséquences, la compréhension du timing. Ce qu'ils possédaient, c'était rien de tout cela. Ils ne vous ont pas étudié. Ils ne se sont pas étudiés eux-mêmes. Ils n'ont même pas étudié la situation. Ils ont simplement réagi, puis justifié, puis à nouveau réagi quand leurs propres réactions ont généré de nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas anticipés. C'est comme construire un escalier en devinant où doit se trouver la marche suivante. À un moment donné, on marche dans le vide. Le plus drôle, c'est d'observer comment ils ont tenté de garder l'ensemble debout quand ça a commencé à se déliter. Ils ont empilé les excuses par-dessus les contradictions, jusqu'au moment où même eux ne se souvenaient plus de quelle version ils étaient en train de servir. Ils ont confondu l'urgence avec la finalité et le bruit avec le progrès. Un plan qui ne survit pas à un examen élémentaire n'est pas un plan. C'est une colère de gamins déguisés en costume-cravate. Quand la vérité a commencé à percer leur récit, ce n'était pas parce que vous l'aviez démasqué. C'était parce que leur propre structure ne supportait pas la lumière du jour. Toute stratégie frauduleuse s'effondre au moindre questionnement. Une stratégie authentique s'adapte. Une stratégie de façade se brise. Au bout du compte, leur grande conspiration a mis au jour quelque chose de très ordinaire. Les personnes qui agissent sans lucidité prennent toujours leurs impulsions pour de l'intelligence. Et quand ces impulsions finissent par rencontrer la réalité, elles s'évaporent. Non pas parce que la réalité est cruelle, mais parce que la réalité exige toujours honnêteté, cohérence et calme. Des qualités qu'ils n'ont jamais pris la peine de développer. Leur aveu a montré que la culpabilité finit par devenir plus sonore que la loyauté. Il existe un moment étrange qui se produit chez les gens lorsqu'ils portent quelque chose qu'ils ne parviennent plus à digérer. Ce n'est pas un effondrement émotionnel spectaculaire, ni un réveil moral soudain. Comme les films aiment le faire croire, c'est une pression discrète et persistante qui grandit jusqu'à se mettre à crier à travers leur comportement. On l'entend dans leurs hésitations, on la voit dans leurs esquives, on la ressent dans leur incapacité à soutenir un regard. La culpabilité possède ce talent de monter le volume jusqu'à ce que même la personne la plus têtue ne puisse plus prétendre ne pas l'entendre. La loyauté, quand elle est authentique, est calme. Elle est stable, ancrée, et elle tient bon même quand cela devient inconfortable. Mais la loyauté bâtie sur la commodité, la peur ou la pression du groupe est fragile. Elle plie au moindre signe d'inconfort. Et quand ces deux forces s'affrontent, la culpabilité et la loyauté de façade, la culpabilité l'emporte toujours, parce qu'elle vient de l'intérieur et non de l'attente sociale. Quand ils ont avoué, ce n'était pas du courage. Ce n'était pas l'honnêteté qui venait soudainement frapper à leur porte. C'était la conséquence naturelle de porter un poids qu'ils n'avaient jamais appris à gérer. L'esprit humain est capable de rationaliser à peu près n'importe quoi, jusqu'au moment où il ne le peut plus, jusqu'à ce que la dissonance morale devienne si forte qu'elle submerge toutes les excuses qu'ils avaient entassées comme des contenants bon marché dans un placard prêt à s'effondrer. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière dont les gens interprètent mal cet instant. Ils s'imaginent que l'aveu sert à clarifier l'atmosphère ou à faire amende honorable. La plupart du temps, il sert à relâcher une pression interne, à enfin mettre un terme aux arguments intérieurs qui n'ont cessé de consumer leurs pensées pendant des jours, voire des semaines. Ils ne vous parlaient pas parce qu'ils avaient soudain commencé à vous respecter. Ils vous parlaient parce qu'ils ne pouvaient plus se respecter eux-mêmes tant qu'ils gardèrent ça. Et une fois que c'est sorti, une fois que la vérité a quitté leur bouche, on peut presque voir leurs épaules s'affaisser, comme quelqu'un qui vient enfin de poser un poids qui lui écrasait la poitrine. Ce soulagement est l'indice révélateur. Les personnes loyales n'ont pas besoin de soulagement pour être honnêtes. Les personnes malhonnêtes, oui. Donc, leur aveu a révélé bien plus que leurs intentions. Il a révélé la hiérarchie qui règne en eux. La culpabilité se place au-dessus de la loyauté, parce que la loyauté n'a jamais été sincère à la base. Quand les fondations sont creuses, elles ne peuvent pas supporter grand-chose.
Et quand la pression interne grimpe suffisamment haut, elle finit toujours par percer, peu importe à quel point ils pensaient bien jouer. Au bout du compte, leur aveu ne vous a pas exposé, il les a exposés. Ils n'ont pas craqué sous la pression. Ils ont craqué parce qu'ils ont réalisé que vous n'aviez jamais eu besoin d'eux. Il existe une forme de panique qui frappe les gens lorsqu'ils découvrent que leur rôle dans la vie de quelqu'un n'est pas aussi essentiel qu'ils se sont convaincus qu'il l'était. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la jalousie. C'est quelque chose de plus primitif, une peur de l'irrelevance. Quand on traverse l'existence en étant autonome, stable et compétent, on envoie un message sans prononcer un mot. Je peux tenir debout tout seul. Et pour les gens qui, secrètement, comptent sur le fait d'être un appui, d'être nécessaire, d'être le centre de l'orbite émotionnelle de quelqu'un, cela représente une menace qu'ils ne peuvent pas formuler, mais qu'ils ressentent instantanément. Quand ils ont compris que vous n'aviez pas besoin d'eux, ce n'est pas la pression qui les a brisés. La pression est externe. C'était intérieur. C'était l'ego qui s'effondrait sous le poids de la réalité. Ils avaient construit un récit sur eux-mêmes qui dépendait du fait que vous aviez besoin d'eux. Ils pensaient que leur valeur venait du fait d'être requis et non du fait d'être estimable. Quand cette illusion s'est brisée, ils ne savaient plus comment fonctionner sans elle. C'est pourquoi leur comportement est devenu incohérent. C'est pourquoi ils se sont mis à surcompenser, à pousser, à manipuler, à réagir de manière excessive à des choses anodines, parce qu'ils livraient une bataille perdue d'avance, pour rester pertinents dans un espace que vous aviez déjà KO-ué. Ils ne réagissaient pas à ce que vous faisiez. Ils réagissaient à ce dont vous n'aviez plus besoin. Les personnes qui possèdent une véritable valeur ne paniquent pas quand elles ne sont pas sollicitées à chaque seconde. Elles savent que leur valeur est intrinsèque. Mais les gens qui mesurent leur worth à la dépendance, eux, se défont quand l'indépendance se manifeste. Ils ressentent comme si le sol se dérobait sous leurs pieds, même quand rien ne change réellement, à part votre propre croissance. À ce moment de prise de conscience, ils ne pensaient plus clairement. Ils n'étaient plus en train d'élaborer une stratégie. Ils n'étaient même plus animés par la malveillance. Ils étaient en deuil d'une version d'eux-mêmes qu'ils avaient peaufinée pendant des années. Un rôle qu'ils jouaient pour attirer l'attention, pour le confort, pour l'identité. Et quand ils ont perdu ce rôle, même un instant, les fissures sont devenues impossibles à dissimuler. Donc, quand ils ont fini par s'ouvrir et tout déballer, ce n'était pas parce que vous les aviez poussés, ce n'était pas parce que la situation était devenue trop intense. C'était parce qu'ils ont entrevu, peut-être pour la première fois, que vous n'aviez pas besoin d'eux pour survivre, pour progresser ou pour être complet. Et ce genre de réalisation ne se gère pas avec des mensonges. Ça ne se lisse pas, ça ne se négocie pas, ça ne peut que se briser. L'ensemble de leur opération a révélé qui observait votre vie comme un sport de spectateur. Il existe une forme de lucidité glaciale qui vous frappe lorsque vous réalisez que certaines personnes ne sont pas investies dans votre croissance, votre bonheur ou votre réussite. Elles sont investies dans le drame qu'elles peuvent en extraire. Elles s'installent sur le banc de touche, seau de pop-corn à la main, en attendant un faux pas, une erreur, un moment qu'elles pourront se repasser dans leur tête pour se sentir supérieures ou validées. Elles ne veulent pas que vous échouiez parce qu'elles sont maléfiques. Elles veulent que vous échouiez, parce que cela rend leur propre existence moins stagnante. Quand la machination s'est défaite, elle a révélé quelque chose de bien plus troublant qu'une trahison. Elle a révélé un public. Pas des amis, pas des alliés, ni même des critiques animées par un dessein. Juste des spectateurs, des gens qui traitent votre vie comme une série qu'ils peuvent commenter sans jamais y participer. Et ce type de voyeurisme en dit plus sur eux que tout ce qu'ils pourraient jamais vous faire. Il est étrange de constater que certaines personnes assimilent la chute d'autrui à leur propre progression. Elles confondent l'observation avec la compréhension et la critique avec la contribution. Elles se sentent brillantes à juger depuis les gradins, sans jamais descendre sur le terrain où l'effort réel, le risque véritable et l'échec authentique se produisent réellement. Quand ils ont commencé à comploter, ils pensaient reprendre le contrôle du récit. Ce qu'ils ont en réalité fait, c'est exposer le fait qu'ils lisaient votre vie comme un divertissement bien avant de décider d'intervenir. Au moment où ils ont craqué, leur masque a glissé et soudain c'était évident. Ils ne vous ont jamais considéré comme une personne dotée d'agentivité, de complexité et de croissance.
Ils ont vu une intrigue qu'ils pouvaient manipuler pour leur propre satisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose de presque tragique dans tout cela, parce que cela montre à quel point leur monde est devenu étriqué. Quand votre propre vie n'est pas suffisamment fascinante pour retenir votre attention, vous commencez à chercher du sens dans les erreurs des autres. Quand votre propre progression vous semble trop lente, vous tentez de l'accélérer en tirant quelqu'un d'autre vers le bas dans votre imagination. Mais voici le retournement. Être observé ne vous rend pas plus faible. Cela vous rend plus puissant qu'ils ne s'y attendaient, parce que l'intégralité de leur performance reposait sur le fait que vous seriez prévisible, passif, inconscient. Et rien de tout cela n'était vrai. Donc, quand la vérité a jailli, elle n'a pas seulement exposé leurs intentions, elle a exposé leur mentalité de public. Et une fois que vous voyez cela avec netteté, vous cessez de vous sentir trahi et commencez à vous sentir détaché, parce qu'on ne peut pas être blessé par des gens qui ne se sont jamais réellement engagés avec vous. Ils ne faisaient que regarder. Vous n'avez jamais perdu de puissance. Ils ont simplement mal calculé sa source. Quand des gens s'en prennent à vous, ils supposent toujours que votre puissance est quelque chose d'externe. Les relations, la réputation, la chance, l'influence, les gens qui vous entourent. Ils bâtissent leur stratégie comme des ingénieurs qui travaillent à partir de plans défectueux, sans réaliser que la fondation qu'ils attaquent ne se trouve pas réellement là où ils le croient. Ils pensaient que s'ils coupèrent vos soutiens, ils pourraient vous affaiblir. Ils pensaient que, s'ils endommagèrent votre image, ils pourraient vous réduire au silence. Ils pensaient que s'ils créèrent le chaos, ils pourraient vous faire plier. Mais la puissance n'est pas une construction sociale qu'on peut saboter. La puissance est intérieure. C'est un état d'esprit, de la discipline, de la lucidité, du respect de soi, et la capacité de continuer à avancer même quand le chemin devient laid. Cette forme de puissance ne peut pas être empoisonnée, ne peut pas être volée, ne peut pas être éliminée par des mensonges. On ne peut pas saboter le caractère d'une personne avec des rumeurs, et on ne peut pas saboter la croissance d'une personne avec de mesquines manigances. Leur plus grande erreur a été de croire que ce qui vous rend fort est quelque chose qu'ils peuvent toucher. Ils n'ont pas compris que votre force ne réside pas dans qui vous connaissez, elle réside dans votre manière de penser. Elle ne réside pas dans la façon dont les gens vous traitent. Elle réside dans la façon dont vous vous traitez vous-même. Elle ne réside pas dans les applaudissements ou la validation. Elle réside dans la cohérence quand personne ne regarde. Donc, quand leur machination s'est effondrée, ce n'était pas parce que vous l'aviez esquivée, ni parce que vous vous étiez défendu avec une force dramatique. Elle s'est effondrée parce qu'elle visait une cible complètement à côté. Ils ont décoché des flèches en l'air et se sont demandé pourquoi rien ne se passait. Ils ont tendu des pièges dans des endroits que vous aviez cessé de fréquenter depuis longtemps. Ils ont attaqué une ombre et ont appelé ça une victoire quand elle s'est dissipée. Le plus savoureux, c'est à quel point ils ont été choqués lorsqu'ils ont réalisé que les dégâts qu'ils pensaient avoir causés n'avaient pratiquement laissé aucune égratignure. Ils s'attendaient à des fissures et n'en ont vu aucune. Ils s'attendaient à de l'hésitation et ont vu de la confiance. Ils s'attendaient à du bouleversement et ont vu du calme, parce qu'ils n'ont jamais compris le moteur qui vous anime, et on ne peut pas briser ce qu'on n'arrive même pas à identifier. Au bout du compte, perdre de la puissance n'a jamais figuré à l'ordre du jour. Ce qui figurait à l'ordre du jour, c'était leur propre incompréhension, leur propre arrogance et leur propre incapacité à creuser au-delà des influences superficielles. Donc, quand ils ont échoué, ce n'était pas la preuve de votre invincibilité. C'était la preuve de quelque chose d'encore plus important. Ils n'ont pas le droit de définir d'où provient votre puissance. C'est vous qui le faites. Leur opération vous a montré exactement qui tirait profit de votre humilité. L'humilité est l'un de ces traits que les gens célèbrent en théorie, mais qu'ils exploitent en pratique. Quand on est bienveillant, patient, doux dans sa manière de parler et réticent à faire des vagues, certaines personnes perçoivent cela non pas comme une vertu, mais comme une porte grande ouverte. Elles se glissent dans l'espace que votre générosité laisse vacant. Elles profitent du silence que vous maintenez et bâtissent leur confort sur l'idée que vous ne les confronterez pas, même lorsqu'elles franchissent des limites que vous n'avez jamais posées assez fort. Quand leur machination a été mise au jour, elle a exposé quelque chose de plus profond qu'une trahison. Elle a tiré le rideau sur ceux qui prospéraient grâce à la version de vous qui refusait la confrontation,
refusaient la riposte, refusaient de transformer de petites offenses en grandes disputes. Votre humilité n'était pas simplement un trait de personnalité, c'était une ressource. Et ils étaient en train de l'extraire sans culpabilité, sans effort, sans même réaliser à quel point ils étaient devenus dépendants d'une bonté qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de rendre. C'est toujours un choc la première fois qu'on le voit clairement. Les gens qui parlent fort d'intégrité, mais s'effondrent quand ils ne peuvent plus s'appuyer sur la retenue de quelqu'un d'autre. Ceux qui prennent votre calme pour une permission, votre pardon pour une habitude. Votre compréhension pour une garantie que vous continuerez à absorber leurs erreurs sans vous plaindre. Leur machination n'a pas seulement montré leurs intentions, elle a révélé leur dépendance. Ils avaient besoin que vous restiez humble, parce que cela dissimulait leurs propres failles et rendait leur propre inconfort supportable. Quand vous ne créez pas de friction, ils évitent la croissance. Quand vous ne confrontez pas, ils restent inchangés. Quand vous avalez ce qui vous blesse, ils peuvent prétendre n'avoir jamais rien fait de mal, et cette réalisation frappe plus fort que la trahison elle-même, parce qu'elle vous force à poser une question que la plupart des gens évitent. Qui, dans ma vie, se sent à l'aise parce que je refuse de les mettre mal à l'aise? Il ne s'agit pas de devenir dur ni de perdre sa chaleur, il s'agit de comprendre que la vertu sans limite devient du combustible pour des gens qui ne le méritent pas. Quand leur conspiration s'est dévidée, ce n'étaient pas seulement leurs intentions qui ont été exposées, c'était l'économie souterraine du don et de la prise qui opérait silencieusement autour de vous. Et une fois que vous voyez ce système, une fois que vous identifiez enfin qui profitait de votre humilité, vous ne pouvez plus faire marche arrière. C'est cela, le véritable pouvoir de la vérité. Elle transforme la bonté en choix plutôt qu'en obligation. Ils ont étudié vos faiblesses, mais ont ignoré votre évolution. Quand les gens planifient contre vous, ils fouillent généralement dans le passé, parce que c'est facile. Le passé laisse des empreintes. Le passé laisse des schémas. Le passé peut être analysé comme de vieilles données sur un disque dur défectueux. Ils observent qui vous étiez il y a des mois, des années, parfois même des décennies, et s'imaginent avoir percé le code. Mais ce qu'ils oublient, ce qu'ils semblent incapables de saisir, c'est que les gens évoluent en silence, régulièrement, sans fanfare, sans notification, ni mise à jour, sans que personne d'autre ne s'en aperçoive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils ont étudié vos anciens doutes, vos anciennes erreurs, votre ancienne douceur, et ont bâti l'intégralité de leur stratégie sur ce schéma dépassé. Mais la croissance n'est pas tape à l'œil. Elle ne vient pas avec des feux d'artifice ni des annonces. Elle vient avec des basculements subtils, des limites plus fermes, des instincts plus affûtés, un respect de soi plus profond, une confiance plus silencieuse. Elle vient avec l'apprentissage de la lecture des gens, l'apprentissage de cesser de donner de l'énergie à ce qui vous draine, l'apprentissage de savoir s'éloigner de ce qui ne vous sert pas. Ils n'ont pas tenu compte de cela. Ils n'ont même pas envisagé que ce soit possible. Pour eux, les gens restent les mêmes, parce qu'il est rassurant de croire que le changement est rare. Cela rend leur propre stagnation normale. Si vous évoluez, cela les force à affronter leur propre absence de progrès. Et c'est un miroir qu'ils évitent à tout prix. Alors, ils ont attaqué le fantôme de ce que vous étiez autrefois, et non la personne qui se tient devant eux aujourd'hui. Ils s'attendaient à de l'hésitation et ont vu de la certitude. Ils s'attendaient à de l'insécurité et ont vu du sang-froid. Ils s'attendaient à de la volatilité émotionnelle et ont vu de la discipline. Chaque supposition qu'ils ont formulée a reçu une contradiction en réponse, et chaque contradiction a affaibli leur plan jusqu'à ce qu'ils s'effondrent sous le poids de leur propre incompétence. Ce qu'ils prenaient pour une analyse astucieuse s'est révélé être de la psychologie d'amateur. Ce qu'ils prenaient pour de la perspicacité s'est révélé être de la nostalgie déguisée en stratégie. Ils pensaient avoir affaire à quelqu'un de prévisible, de malléable, à quelqu'un qui n'avait pas encore appris sa propre valeur. Mais l'évolution change les règles, elle change le tempo, elle change la manière dont vous répondez, ce que vous tolérez et ce que vous ignorez. Ils n'ont pas réalisé qu'au moment où ils ont commencé à comploter, vous étiez déjà à des années-lumière de leur portée, vivant dans une version de vous-même qu'ils n'avaient même pas imaginée. Donc, quand leur plan a échoué, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas de la protection. C'était tout simplement la réalité prouvant que la croissance est la plus grande des défenses et celle à laquelle la plupart des gens oublient de se préparer.
Leur aveu n'était pas une excuse. C'était de l'autopréservation. Quand quelqu'un s'ouvre soudainement, cela peut sembler noble en surface, comme s'il avait atteint un sommet moral ou redécouvert sa conscience. Mais si vous écoutez attentivement, si vous prêtez attention au rythme qui se cache sous leurs mots, vous entendrez quelque chose de totalement différent. De la panique. Non pas la panique d'avoir été pris, mais la panique d'être exposé à eux-mêmes. Une excuse s'adresse vers l'extérieur. Elle se soucie de la personne lésée. Elle reconnaît la douleur, la responsabilité et l'impact. Ce qu'ils ont offert n'était pas cela. Ce qu'ils ont offert, c'était une soupape de décompression. Ils n'essayaient pas de réparer quoi que ce soit. Ils essayaient de stopper les dégâts internes qu'ils s'étaient infligés pendant des semaines ou des mois. Porter un mensonge, c'est comme marcher avec une pierre dans sa chaussure. Au début, elle est petite. On s'ajuste. On l'ignore. On se convainc que tout va bien. Mais plus elle reste là, plus elle s'enfonce. Et à un moment donné, chaque pas devient douloureux. À un certain stade, l'aveu cesse d'être moral et devient mécanique. Il n'est plus question de bien ou de mal. Il est question de survie. Quand ils ont parlé, leur attention n'était pas tournée vers vous. Elle était tournée vers eux. Leur ton n'était pas repentant. Il était soulagé. Leurs mots n'étaient pas conçus pour guérir. Ils étaient conçus pour se libérer du poids qu'ils ne pouvaient plus porter. C'est la différence entre quelqu'un qui dit « Je suis désolé que tu sois blessé » et quelqu'un qui dit « Je ne peux plus porter ça ». L'ironie, c'est que les gens qui avouent par autopréservation croient souvent faire quelque chose de vertueux, alors qu'en réalité, ils sortent simplement de leur propre inconfort et appellent ça du courage. Ils prennent l'abandon de leur propre souffrance pour un acte de bonté. Et au moment où vous saisissez cette distinction, toute la scène se réécrit d'elle-même. Ce qui ressemblait à du remords devient un miroir qui reflète leurs limites, leurs peurs, leur manque d'endurance émotionnelle. Parce qu'une véritable excuse demande « Comment puis-je réparer cela ?» Un aveu dicté par l'autoconservation demande « Comment puis-je cesser de ressentir cela ?» Donc, quand leur vérité a débordé, ce n'était pas de la rédemption, et ce n'était pas de la réconciliation. C'était leur propre instinct de survie qui se déclenchait. Le même instinct qui pousse les gens à enfin respirer après avoir retenu leur souffle trop longtemps. Au bout du compte, leur aveu a révélé moins leur caractère que leur seuil de tolérance. Et une fois que vous comprenez cela, vous cessez d'être ému par la performance et commencez à percevoir le mécanisme qui se cache en dessous. Leur conspiration a involontairement prouvé votre valeur. Il existe une vérité étrange que les gens n'aiment pas admettre. Personne ne perd son temps à conspirer contre quelqu'un qui ne compte pas. Quand vous êtes insignifiant, vous êtes invisible. Quand vous êtes inoffensif, vous êtes oubliable. Quand vous êtes négligeable, on vous laisse tranquille parce qu'il n'y a rien là qui mérite l'énergie émotionnelle ou intellectuelle qu'il faut pour planifier, murmurer, coordonner et tromper. Donc, quand leur opération a été exposée au grand jour, elle n'a pas seulement révélé leurs intentions. Elle a mis en lumière quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'admettre. Vous avez du poids, vous avez de l'influence, vous avez de la présence. Pas celle qui fait du bruit, pas celle qui est tape à l'œil, celle qui fait basculer les pièces, modifie les conversations, influence les issues sans qu'il soit besoin de crier ou de se mettre en scène. Les gens se sentent menacés par la valeur, même quand ils ne parviennent pas à articuler ce qu'elle est. Parfois c'est la compétence, parfois c'est la constance, parfois c'est l'intégrité, parfois c'est simplement le fait que vous ne vous écrasez pas sous la pression comme ils le font. La valeur ne se mesure pas toujours en applaudissements. Souvent, elle se mesure dans l'inconfort qu'elle provoque chez ceux qui ne sont pas capables de l'égaler. Leur énergie seule en est la preuve. Toute conspiration exige une motivation, un investissement émotionnel et la conviction, consciente ou non, qu'affaiblir ou éliminer vous créerait un avantage pour eux. Cette conviction est un compliment déguisé, même s'il est enveloppé dans la jalousie ou l'insécurité. Ce qui rend la chose encore plus puissante, c'est que vous n'avez pas gagné leur réaction en quémandant l'attention ou en exigeant de la reconnaissance. Vous l'avez gagné en étant vous-même d'une manière qui ne peut pas être confondue. Les gens comme ça se démarquent, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Quand ils ont enfin craqué et tout révélé, ils pensaient exposer une faiblesse. Au lieu de cela, ils ont brandi un miroir qui montrait leur propre obsession de votre présence. Plus ils ont tenté de vous saper,
plus il est devenu évident à quel point vous comptiez. C'est comme quelqu'un qui fabrique une loupe pour y brûler un trou et qui réalise qu'il vient seulement de révéler à quel point la surface reflète intensément la lumière. Donc, prenez cela pour ce que c'est, une validation non intentionnée. La preuve que votre caractère, votre croissance, votre lucidité et votre impact résonnent bien plus profondément que vous ne le réalisez peut-être. Dans un monde plein de gens qui courent après la pertinence, parfois la plus grande confirmation vient de ceux qui ne peuvent s'empêcher de réagir à vous. Et cela, qu'ils l'aient voulu ou non, parle plus fort que n'importe quel compliment ne le pourra jamais. Quand ils ont enfin craqué, ils ont révélé quelque chose de plus important que la trahison. Ils ont révélé les limites de leur monde. La trahison est douloureuse, oui, mais elle est simple. Elle a un début et une fin. Ce qui coupe plus profondément, c'est ce que la trahison expose au sujet de la personne qui la commet. Quand ils ont enfin craqué et tout déballé, ce n'était pas seulement leurs intentions qui étaient exposées. C'était la taille de leur imagination, la profondeur de leur courage et le plafond qu'ils ont accepté pour eux-mêmes sans jamais le remettre en question. Les gens qui opèrent dans des mondes étriqués ne peuvent pas concevoir l'abondance. Ils ne peuvent pas imaginer que deux personnes réussissent sans que l'une doive être écrasée. Ils ne peuvent pas concevoir la croissance sans compétition. Ils ne peuvent pas concevoir la joie sans jalousie. Alors, ils se persuadent que la seule manière de s'élever est d'en tirer un autre vers le bas, et la seule manière de se sentir en sécurité est de rendre une autre personne instable. Quand ils ont cédé, ils ont révélé cette vision du monde ouvertement. Ils ont révélé un esprit prisonnier de la rareté, un cœur conditionné à se méfier du progrès, et une boucle logique qui dit « s'il s'améliore, je dois forcément empirer ». Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une limitation. C'est presque tragique tellement cela devient prévisible. Quand on ne peut pas imaginer une vie plus vaste, on commence à se battre contre des fantômes dans l'histoire des autres. Quand on ne peut pas concevoir son propre dépassement, on devient obsédé par le contrôle de la trajectoire de quelqu'un d'autre. Quand on ne peut pas se sentir suffisant par soi-même, on tente de réécrire tout le monde, jusqu'à ce que les autres s'ajustent à notre insécurité. Donc quand ils ont avoué, ce n'était pas le point culminant d'un quelconque scénario dramatique, c'était l'instant où leurs parois internes sont devenues visibles. L'instant où vous avez vu exactement jusqu'où ils pouvaient aller, et à quelle vitesse ils s'arrêtaient en atteignant le bord. Et voici le véritable retournement. Une fois que vous percevez clairement ces limites, la trahison cesse de ressembler à une blessure et commence à ressembler à une information. Vous comprenez pourquoi ils ont agi de la sorte. Vous comprenez qu'il n'était pas question de vous, au fond. Il était question de la prison qu'ils ont construite autour d'eux-mêmes. Leur monde est une petite pièce sans fenêtre. Le vôtre ne l'est pas. Quand ils ont craqué, ils n'ont pas exposé votre vulnérabilité. Ils ont exposé leur propre enfermement. Et dans cette révélation, vous gagnez quelque chose de plus puissant que la colère ou la blessure. Vous gagnez en lucidité. Parce qu'une fois que vous voyez les limites du monde de quelqu'un, vous cessez d'attendre qu'il vous rejoigne jamais ailleurs. Et vous pouvez enfin avancer sans porter leur plafond sur votre dos. Quand tout est dit et fait, ce que cet effondrement complet révèle, ce n'est pas simplement que quelqu'un a conspiré contre vous, c'est que leur propre peur, incompréhension, limitation et insécurité leur ont causé bien plus de dégâts que n'importe quel plan ne vous en a jamais causé. Leur opération a échoué non pas parce que vous aviez de la chance, mais parce qu'ils étaient aveugles. Ils ont craqué non pas parce qu'ils ont été poussés, mais parce qu'ils ne pouvaient plus porter la vérité qu'ils avaient enterrée. Ils ont avoué non pas par courage, mais par survie. Et dans chaque dérapage, chaque contradiction, chaque moment de panique, ils vous ont montré bien plus sur eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais eu l'intention de le faire. Ce qui rend cette histoire puissante, ce n'est pas la trahison, c'est l'éveil qu'elle provoque. Vous voyez qui vous a mal lu, qui dépendait de votre bonté, qui vous observait comme un divertissement, qui craignait votre lucidité, qui a sous-estimé votre croissance et qui est incapable d'imaginer une vie plus vaste que sa propre vision étroite. Et quand vous voyez tout cela clairement, vous cessez de vous sentir menacé, vous cessez de vous sentir perdu, vous cessez de vous sentir coupable ou responsable de leur choix. Au lieu de cela, vous repartez avec quelque chose de rare, de la compréhension. Comprendre que la croissance est le bouclier le plus solide, comprendre que la lucidité est plus dangereuse que le pouvoir,
Comprendre que l'humilité est un cadeau, mais que les limites sont de la sagesse. Comprendre que l'évolution est invisible aux yeux de ceux qui refusent d'évoluer. Comprendre que les gens se démasquent bien avant que vous n'ayez jamais besoin de les démasquer. Alors, emportez cela avec vous. Ne laissez pas le bruit vous distraire de la leçon. Ne laissez pas leur effondrement vous tirer en arrière. Leur monde est petit, mais le vôtre n'est pas obligé de l'être. Si cette vidéo vous a accordé ne serait-ce qu'un seul instant de lucidité ou cette petite étincelle d'éveil que vous cherchiez, alors faites-moi un immense plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, déposez un like, laissez un commentaire avec ce qui vous a le plus touché et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que la vérité n'est pas faite pour rester silencieuse. Elle est faite pour être transmise. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine. Restez bénis en tout temps.